Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. En ce mardi 18 mai 2021, je vois qu'il y a beaucoup de participants aujourd'hui. Je vois aussi qu'il y a plein de gens qui viennent de partout en France. Alors j'ai vu Dijon, Strasbourg, j'ai vu beaucoup de Lyon, j'ai vu un peu de Bretons, voilà, des Parisiens. Il y a vraiment des gens de partout. Est-ce qu'il y a des gens à l'étranger? Je ne sais pas, j'en ai pas vu encore. N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez parce que c'est toujours intéressant de voir. Que on va parler de connexion et de déconnexion et de voir que il y a quand même un avantage, c'est de pouvoir se retrouver tous d'un peu partout de France et peut-être d'ailleurs sur des sujets communs. Donc, il y a quand même des points positifs, hein, mais on va en parler autant que des points négatifs aujourd'hui. Euh, il est 10h31. Et ben, écoutez, on va démarrer. Je crois que voilà. Ah, Casablanca. Eh ben, bienvenue Mohamed. J'espère qu'il fait beau à Casablanca. Voilà, Cannes, Paris, du Nord. Bon, ben voilà, super. Du Morbihan, voilà. Pour ceux qui ne savent pas encore, Dédicace. dédicace aux Bretons, exactement. Bon, bah écoutez, voilà, je suis ravi d'être présent aujourd'hui et puis je suis ravi parce que on va parler d'un sujet voilà, c'est un sujet de société, c'est un vrai sujet qui concerne tout le monde, qui a plusieurs implications, euh, des implications managériales, des implications juridiques, des implications de santé, des implications de vie sociale, de famille, de vie au travail. Bref, c'est vraiment un sujet extrêmement vaste qui touche tout le monde aujourd'hui, en tout cas une grande partie de la population. Et donc, je suis content qu'on prenne le temps de parler de ce sujet. Et puis, je suis aussi très content de pouvoir en parler avec deux personnes que j'apprécie beaucoup et qui ont un regard vraiment spécifique sur le sujet et qui vont nous donner aussi et partager, parce que c'est le but de ces ateliers, de regard croisé, de pouvoir partager les points de vue, les analyses sur des sujets qui nous concernent tous. Et donc, aujourd'hui, j'ai avec moi Barbara Hart, que certains d'entre vous connaissent déjà, parce qu'avec Sésame Avocat, très souvent on intervient ensemble pour parler de ces sujets, et puis le regard pointu des compétences en droit de Barbara sont toujours les bienvenus. Donc, bonjour Barbara, et ravi que tu sois là aujourd'hui. Bonjour à tous, merci beaucoup Camille. Est-ce que j'ai été complet dans ma présentation? J'ai pas dit tes spécialités peut-être Alors je fais du droit du travail exclusivement et j'aime beaucoup intervenir avec toi Camille et avec tes collègues de chez Cali Social parce que j'ai une pratique qui est particulièrement tournée vers la prévention des risques professionnels et plus spécifiquement les risques psychosociaux. Donc ces sujets me passionnent. Merci beaucoup Barbara. Et je suis accompagné également aujourd'hui de Julie Achilly, qui travaille au sein du groupe Nestlé. Julie, bienvenue. Est-ce que je vais te laisser te présenter plutôt que de dire des bêtises? Si tu peux nous expliquer un petit peu voilà, qui tu es et puis ton rôle chez Nestlé. Oui, merci Camille. Bonjour à tous. Moi, je suis donc Julie Achilly. Je travaille chez Nestlé en tant que responsable de l'expérience collaborateur. Ça fait un petit peu plus de 10 ans que je travaille au sein du groupe et on collabore très régulièrement avec Camille, avec Cali Social sur l'ensemble de ces sujets de prévention des RPS. Donc voilà, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui également. Bon, écoute. Voilà, plaisir. On est tous les trois très heureux d'être là pour parler de ce sujet. Il y a 228 personnes de connectées, donc il y a beaucoup de monde. On va aborder les sujets de manière transverse, hein, vous verrez. Le chat est très important parce que moi, je suis là pour animer. Je veux aussi donner le point de vue de Cali Social et puis nous, ce que l'on constate, parce que c'est vrai qu'on a une position particulière aussi sur le sujet. On rencontre beaucoup de collaborateurs, on accompagne beaucoup de situations. Mais je suis là aussi pour animer et puis faire en sorte de pouvoir être en parfaite interaction avec tous les participants. Donc le chat, il est super important pour poser les questions. On n'aura pas le temps malheureusement de répondre à toutes les questions, mais posez vos questions. En plus de ça, Hélène, que certains d'entre vous connaissent peut-être, est là dans la salle et donc va aussi regarder pour sélectionner les questions pour qu'on puisse les poser, que je puisse les poser à Julie, à Barbara, ou y répondre directement.
parce que on va aborder plein de thèmes, mais il y en a d'autres aussi qu'on n'abordera pas. Mais voilà, si vous avez des questions, vous les mettez dans le chat. N'hésitez pas aussi à réagir à ce que l'on dit, parce que il peut m'arriver, ça m'est déjà arrivé, de dire des bêtises ou dire une bêtise. Je préfère je préfère assumer une bêtise plutôt que de partager une information qui est erronée. Donc, n'hésitez pas également à compléter ou nous informer si jamais ma langue fourche. Et voilà, parce qu'on n'est pas là pour nos égos, on est là pour partager de l'information et de manière qualitative et de manière objective. Et donc, c'est ça le but principal. Et puis, vous aurez aussi, dans toute la session, voilà, on a prévu quelques sondages pour capter, en fait, votre vision. On est 243, ça monte, hein, ça continue de monter. Donc, en plus, c'est très intéressant d'avoir le retour de 243 personnes sur ce sujet. En plus, les gens qui sont venus sont des personnes qui à un moment sont connectés de près ou de loin à cette thématique, soit en tant que salarié, en tant que manager, en tant qu'RH, en tant qu'élu du personnel, en tant que professionnel de santé au travail. D'ailleurs, n'hésitez pas, les professionnels du droit aussi peut-être, n'hésitez pas à nous indiquer dans le chat voilà, quelle est votre relation avec le sujet. Est-ce que vous venez en tant que salarié parce que vous y êtes impacté? Est-ce que vous venez en tant que manager parce que vos équipes, voilà, ou en tant qu'RH, en tant qu'élu du personnel? Voilà, n'hésitez pas à nous dire quelle est votre origine ou votre, je ne sais pas comment le qualifier. Voilà, casquette. Votre casquette, merci Julie. Et comme ça nous permettra aussi de mieux savoir adresser nos propos pour voilà, faire en sorte que tout le monde puisse repartir avec des enseignements et avec voilà, des bagages sous les bras. C'est l'objectif, que tout le monde apprenne des choses sur ce sujet et qu'on en sorte tous enrichis. Voilà, super. Bah écoutez, voilà, je vois qu'on a casquette manager et salarié pour Aude, représentant du personnel pour Laurine. Voilà, élus, pas mal d'élus, pas mal d'RH aussi. Hein. Voilà, bah écoutez, on a plein de monde, donc super. Les premières questions qui arrivent, on y viendra. Et on est 250, donc c'est super. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Avec voilà, avec une première analyse. Hein. Ça fait aujourd'hui 14 mois que on est dans un schéma de confinement avec de travail à domicile imposé pour beaucoup de travailleurs français. Beaucoup de personnes se retrouvent non pas en télétravail, mais en travail à la maison contraint. C'est pas exactement la même chose. Ça n'a pas été préparé, même si les organisations, on a tous cherché à nous adapter à cette situation totalement inédite et à laquelle on était tous contraints. On est tous dans le même bateau face à cette situation et salariés, RH, managers, employeurs, tout le monde s'est engagé à trouver des solutions pour favoriser le maintien du travail dans cette période très complexe. Mais voilà, et on est dans une période où il commence à faire de plus en plus beau. Les tendances, le Covid, les contaminations de tendance sont sur une tendance baissière qui est aujourd'hui, j'ai regardé ce matin, et est encore confirmée, c'est-à-dire on est quand même sur cette tendance baissière. Il y a l'ouverture mercredi d'un certain nombre de restrictions, enfin l'arrêt de certaines restrictions qui démarre à partir de mercredi. Vous l'avez certainement vu passer l'information, l'ouverture des terrasses notamment. On a hâte. On a hâte, oui. On a hâte. Et voilà, et donc voilà, je me dis c'est vraiment le bon moment pour en parler parce que ce qui est en train de se passer, c'est le retour au travail en fait, c'est le retour à la vie normale. Alors, c'est pas mon rôle de dire qu'on va revenir à la vie normale, voilà, mais on sent quand même une tendance où on va reprendre de plus en plus des formes de vie plus adaptées à ce que l'on avait l'habitude de vivre et ce qui nous plaît et ce qu'on aime faire. Et donc là, on sort de cette période très longue. On a vu beaucoup de choses. Là, on va retourner dans un nouveau modèle. Ma perception, c'est que le modèle de demain ne sera pas le modèle d'hier. On ne va pas revenir comme hier exactement. De toute façon, tant qu'il y aura du Covid, on ne reviendra pas comme hier. Et donc, c'est le bon moment de se poser la question de qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé et comment est-ce qu'on va devoir, comment on va conditionner cette organisation de vie et de travail futur pour prendre soin de notre santé, permettre à l'économie de se maintenir et d'avancer avec un collectif, une société
qui travaillent ensemble. Voilà. Et donc le bon moment, voilà. On a vu aussi chez Calis Social que dans les accompagnements, Calis Social accompagne des milliers de personnes tous les ans sur différents sujets, mais liés au travail, liés à la vie personnelle. Et nous, on a vu très clairement déjà lors des confinements une explosion des sollicitations, 3 fois plus de personnes qui nous sollicitent. Les personnes qui nous sollicitent 3 fois plus qu'habituellement. Donc on a une vraie surreprésentation de l'accompagnement psychologique. La DARES nous a publié que on est passé de 1 personne sur 12 en France qui présentait des symptômes d'état dépressif à 1 personne sur 7 en phase de confinement. Donc on a vraiment des statistiques lourdes qui montrent qu'il y a un véritable impact psychologique de ce confinement. Et voilà, qui nous montre que cette situation est inédite et c'est pas sans impact. On a l'avantage également, je vois qu'il y avait une question qui était directement destinée à Julie, qui disait, bah voilà, chez Nestlé, au bout de 10 mois, 14 mois de confinement, quels sont les enseignements? Voilà, je pense que c'est intéressant aussi d'avoir une représentante d'une grosse organisation telle que Nestlé pour parler aussi de comment on a géré ça en tant qu'organisation du travail quand on y a été confronté. Et puis Barbara, avec tout l'avantage d'avoir quelqu'un qui est au contact de beaucoup d'organisations aussi, d'avoir des benchmarks de comment chacun réagit et comment toi, Barbara, tu as vu les uns et les autres réagir. Donc, voilà, sujet très intéressant, très important et donc c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Alors, constat, ce que je vous propose, c'est de démarrer. Alors, il y a un problème de micro, je ne sais pas si c'est Barbara ou Julie, il y a un reflux. Ah, voilà, il s'est arrêté, donc je ne sais pas qui a coupé son micro, mais dans ces cas-là, on fait on-off sur le micro pour éviter de créer des bruits parasites. Et puis, je vais commencer avec ma première question. La première question, c'est le constat, Covid, déconnexion. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le sujet du droit à la déconnexion? Que s'est-il passé sur ce sujet depuis 1 an? Quelles ont été les conséquences sur les collaborateurs? Quels impacts du télétravail? Bref, c'est plusieurs questions en une question, mais c'est vraiment la question, c'est quel constat on fait aujourd'hui selon votre point de vue sur cette notion de Covid et de connexion et déconnexion des collaborateurs. Et Barbara, je vais te proposer d'ouvrir le bal et de nous donner ton analyse. Merci Camille. Je vous proposerai peut-être un petit rappel très 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 rapide du cadre juridique dans lequel on discute aujourd'hui de ce droit à la déconnexion. C'est pas vraiment quelque chose de nouveau, le droit à la déconnexion. C'est né avec la loi travail, donc c'est 1er janvier 2017. Et à l'origine, c'était véritablement un coup de frein qui a été apporté par le législateur pour commencer à mieux encadrer le travail des cadres, essentiellement en forfait jour. C'est le temps où il y avait énormément de contentieux avec les annulations en chaîne qu'on a vues sur les conventions collectives qui ne permettaient pas un encadrement suffisant, puisque droit à la déconnexion est intimement imbriqué avec la problématique de la charge de travail. Donc, qu'est-ce que prévoient les textes? En réalité, c'est à l'employeur de négocier quelque chose qui va être adapté à sa structure, adapté sur mesure à ses collaborateurs. Et finalement, ça s'inscrit dans la négociation sur la qualité de vie au travail. C'est comme ça que le prévoit le Code aujourd'hui. Et lorsque les sociétés n'arrivent pas à un accord d'entreprise avec leurs partenaires, ou bien quand on a affaire à des toutes petites structures qui n'ont pas l'obligation de négocier avec leurs partenaires sociaux, le Code prévoit qu'on doit adopter une charte de bonnes pratiques pour permettre ce droit à la déconnexion, à savoir permettre aux salariés de ne pas être sollicités à tout moment en lien avec leur travail et en dehors de leurs horaires de travail. Donc c'est ça dont on parle aujourd'hui. Et comme on va le voir, ça pose des enjeux juridiques qui sont très forts parce que qui dit droit à la déconnexion dit enjeu de prévention pour l'employeur, puisque ça s'inscrit bien évidemment dans son obligation de prendre soin de la santé physique et mentale des salariés. Donc cette obligation-là, elle est très forte. Alors il n'y a pas une sanction directe
quand on n'applique pas le droit à la déconnexion ou quand on n'arrive pas à un accord. En revanche, on doit préserver la santé mentale et physique des salariés, et notamment cette problématique de charge de travail, qui est intimement liée, comme on le disait. Il y a un enjeu d'image, dont parlera probablement Luigi, qui est très fort. L'attractivité des groupes, elle se joue aussi dans ces enjeux de qualité de vie au travail. Et ça, c'est absolument décisif. Et il y a un enjeu de risque judiciaire très fort aussi, parce que ils sont absolument légion, les contentieux, où quand les choses dégénèrent avec un cadre, la problématique de la charge de travail, de la surcharge de travail, de l'hyperconnexion et des rappels d'heures supplémentaires sont sur la table et forment une exposition très forte de la société face aux tribunaux. Donc voilà un petit peu le contour, on va dire un peu juridique, de cette problématique dont on parle aujourd'hui. Et peut-être, Julie, veux-tu rebondir sur la problématique de la négociation ? Oui, alors merci beaucoup. Chez Nestlé, voilà, nous on est parti de deux constats principaux. Il y a 2 points de contexte à prendre en considération pour voilà l'analyse de ce sujet de la déconnexion de nos collaborateurs. Il y a évidemment celui de la négociation et disons transformer ce point juridique en une opportunité d'échanger avec nos partenaires sociaux sur ce sujet. Au-delà de ça, il y a évidemment nos engagements en matière de QVT et d'écoute de nos salariés. On questionne voilà très régulièrement nos collaborateurs et de façon globale, tous les 2 ans, nos collaborateurs, l'ensemble de nos collaborateurs répondent à un questionnaire sur plusieurs thématiques, dont celle du bien-être au travail. Et voilà, à la suite de la dernière enquête, Nestlé et moi, donc ça c'était en octobre dernier, on a rassemblé un groupe de collaborateurs pour vraiment aller analyser les résultats de ces enquêtes et co-construire un plan d'action. On a alors identifié 4 priorités d'action parmi les moins bons résultats de l'enquête. Et cette thématique de l'équilibre pro-perso apparaissait comme une thématique à améliorer. Le résultat n'était pas mauvais en soi, parce que 70% de nos collaborateurs considéraient trouver un équilibre entre leur vie pro et leur vie perso. Pour autant, voilà, c'est un score selon nous à travailler, à améliorer. Donc, on a vraiment décidé de placer ce sujet comme une des priorités d'action. Ça, c'est vraiment le premier, disons les 2 premiers points de contexte, le légal et l'écoute de nos salariés. Puis le dernier, c'est évidemment ce contexte voilà de confinement, d'années marquées par finalement l'ensemble de ces changements contraints par le virus. On a du télétravail généralisé, on a eu le management à distance, voilà, qui avec toutes les difficultés que ça amène, les pertes des contacts et des liens directs et de la spontanéité aussi dans les échanges et donc de tout ce que ça peut faire gagner aussi en efficacité, en fluidité de travail. Et puis évidemment l'intensification de la difficulté à se déconnecter, à vraiment trouver plus facilement ces rituels de transition entre la journée de travail et la journée finalement personnelle, puisque tout est imbriqué dans un seul et même lieu. Et donc, ce sujet de la déconnexion est devenu de plus en plus un sujet pour nous à analyser. Camille, je crois qu'on t'entend pas. J'avais désactivé mon micro et puis en fait, j'arrivais plus à le réactiver. Ouais, moi de mon côté, merci Julie, merci Barbara. Nous de notre côté, en fait, il y a 2 choses. On a vu la hausse des sollicitations, j'en ai parlé, et après dans les hausses des sollicitations, il y a plein de facteurs qui ont provoqué cela. Et évidemment l'hyperconnexion, parce que moi je vais parler beaucoup d'hyperconnexion et du rapport à la connexion et de ce que ça a changé dans les modes de travail. On a plusieurs facteurs qui sont ressortis. La problématique de l'isolement, hein, le télétravail favorise l'isolement au sein des équipes, qui est un facteur très important. On a eu beaucoup de personnes qui se sont retrouvées totalement isolées de leur travail, de leurs collègues par ce télétravail. On a eu la problématique managériale, beaucoup de managers qui étaient perdus
dans la manière de manager une équipe sans les voir au quotidien, sans les avoir sous les bras, près d'eux, de ressentir ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent. Hein. Avec la distance, vous n'avez pas ça. Et puis, on a eu, au-delà de cet isolement et cette perte de rapports sociaux, on a eu un élément très important qu'on a constaté, c'est le rapport au travail qui a beaucoup évolué. Et tu parlais de charge de travail tout à l'heure, Barbara. La question de la charge de travail, elle a complètement changé chez beaucoup de personnes. Faut savoir que la charge de travail, alors j'avais prévu de présenter quelques éléments. Donc je vais partager mon écran et comme ça ce sera plus hop, partager son écran. Hop, hop, hop. C'est pas ici. Celui-là, hop. Voilà. La question de la charge de travail, c'est un sujet qui est un peu qui est souvent trop rapidement analysé, parce qu'en fait, il y a des zones de travail sain, il y a des zones de rapport entre l'effort et la récompense. Là, vous avez deux modèles qui sont présentés, c'est Karasek et Sigris, qui sont deux chercheurs en psychologie, qui, du côté Karasek, a expliqué que concrètement, il y avait trois dimensions très importantes dans le travail. Le soutien, donc le soutien des collègues, du management, etc., le collaboratif, le collectif, hein, la notion de contrôle, et donc par opposition l'autonomie. Est-ce que je contrôle ce que je fais ou pas du tout? Est-ce que j'ai l'impression de maîtriser ce que je construis, ce que je m'attache au quotidien, ou est-ce que je suis très contraint dans ma tâche et finalement je ne contrôle rien et on me dicte ce que je dois faire? Et enfin, la demande psychologique. Donc, est-ce que ce que l'on me demande implique un fort investissement de ma personne pour réaliser ma tâche? Et en fait, Sigris lui disait très simplement, le travail est sain indépendamment de la demande. Ce que Sigrist soutenait, c'est à partir du moment où il y a un soutien élevé et que la personne contrôle ce qu'elle fait, la question de la demande psychologique n'influe pas sur le caractère sain ou non du travail. Là où il y a un travail dangereux, c'est lorsqu'il y a une demande élevée, qu'il y a peu de contrôle et d'autonomie sur la manière de faire son travail et qu'il n'y a pas de soutien. Là, on est dans le travail dangereux qui favorise l'émergence des risques psychosociaux. Ça, c'est ce que Karasek disait. Sigris, il a une approche plus simple. Il dit tout simplement qu'il y a une balance, effort-récompense. L'effort qui évolue en fonction des demandes, des obligations et de la motivation. Hein. Si j'ai très envie de faire quelque chose, je ne le ressentirai pas comme un effort. Si je n'ai pas du tout envie, je le ressentirai comme un effort indépendamment du caractère de la demande ou de l'obligation qui m'est incombée. Et puis la récompense est aussi jouée par la motivation, hein. Mais il y a la rémunération évidemment, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'estime de soi, le sentiment de sécurité, l'intégration à un collectif, etc. Donc, voilà. Et cette balance d'effort-récompense qui joue sur les risques psychosociaux, les troubles psychosociaux. Et en fait, de manière extrêmement simplifiée, ce qu'on dit, c'est que si la tâche est exigeante, mais qu'il y a du soutien, de la reconnaissance au travail, qu'il y a de la récompense, eh bien, on est dans une situation d'efficacité et de bien-être. Et donc, on a deux découpages de cette équation. Soit, en clair, j'ai une charge mentale élevée ou une pression temporelle, avec beaucoup de reconnaissance, et dans ces cas-là, je suis dans un état de satisfaction et d'efficacité. Soit, j'ai pas de soutien, je n'ai pas de reconnaissance, et j'ai une mauvaise performance, une insatisfaction, une dégradation de ma santé. C'est concrètement ce que dit le modèle. Et après, quand on va regarder plus concrètement ces notions de charge de travail, et je vais y venir à ce lien à la connexion, la charge de travail, c'est pas seulement la charge de travail au sens est-ce que j'ai beaucoup de boulot? La question de la charge de travail, l'impact que la charge de travail a sur la santé et sur son efficacité dans son quotidien, c'est trois grandes dimensions. Il y a la charge réelle, donc c'est objectivement ce que je fais. Voilà, j'ai 10 palettes à adresser, ou alors j'en ai 3, c'est de la charge réelle. Après, j'ai la charge prescrite, c'est ce que l'on a. Typiquement, il faut faire 10 palettes de l'heure. Voilà, c'est la dimension de la prescription de ce qu'il faut faire comme charge de travail, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien.
Et ensuite, on a la troisième dimension, c'est la charge vécue. Ça, c'est très personnel, c'est ce que je pense que je dois faire. Et ça, c'est guidé par un grand nombre de facteurs. Et c'est influé par également un grand nombre de facteurs liés à l'environnement, notamment les compétences de la personne, les ressources personnelles, mais l'environnement dans lequel elle évolue, effectivement la participation aux décisions, son autonomie, certaines caractéristiques personnelles, cette notion de reconnaissance, de coopération, de climat qui va favoriser qu'on va bien vivre la charge de travail ou mal la vivre. Et en fait, quand on parle de charge de travail, on doit obligatoirement parler de ces trois charges parce qu'on a eu, alors pour certaines organisations, une augmentation de la charge réelle ou une baisse de la charge réelle. L'évolution des comportements provoqués par le confinement a fait que certaines entreprises ont eu beaucoup plus de travail, d'autres entreprises beaucoup moins de travail. Donc là, une baisse objective de la charge réelle. Mais le point, les deux axes sur lesquels il me semble, il est important de se focaliser, c'est ces notions de charge prescrite et de charge vécue. La charge vécue, parce que évidemment que lorsqu'on est pressurisé, qu'on a un déséquilibre professionnel et personnel, que on a une insécurité sociale et économique, on ne sait pas si demain l'économie reprendra, si on va garder notre travail, si on aura les moyens de financer notre famille, etc., nos vacances, enfin bref, tout ça vient pressuriser l'individu et favoriser une perception négative du travail et de la charge, parce qu'on est en état de stress, en état d'anxiété, et ça favorise une dégradation de la charge vécue. Et la troisième dimension, la charge prescrite, elle est également elle est mise à mal par cette situation. Et je parlais tout à l'heure des managers qui nous appelaient en disant « je ne sais pas manager à distance », cet aveu d'incapacité à exercer leur mission. En cherchant des solutions. C'est assez logique parce que concrètement, on a évolué depuis des années dans des modèles organisationnels où on était tous côte à côte et on se voyait et on gérait la charge beaucoup au ressenti émotionnel que l'on a avec les gens. Et tout ça s'est arrêté du jour au lendemain. On est passé à 100% télétravail pour beaucoup de personnes avec des réunions qui s'enchaînent. L'absence de discontinuité dans le travail a eu un impact très important. J'ai une réunion de 10h à 11h sur Teams, une autre de 11h à 12h, une de 12h à 13h. Mais en fait, je me déconnecte, je me reconnecte, je ne change pas de place à ma chaise et donc je ne fais pas de micro-pause, je ne me déplace pas d'une pièce à une autre. C'est compliqué finalement d'aller me laver les mains, d'aller aux toilettes 2 minutes parce que je ne l'ai pas prévu dans mon agenda, parce qu'on est sur des rythmes qui ont oublié cette place à la micro-déconnexion et l'incapacité à dire, vu qu'on a tous été confrontés au même moment à cette situation, de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut travailler comme ça, il faut se donner des règles, etc. Et tout le monde a vécu cette crise de la même manière et a dû s'adapter. Et la question de ce qui est bien, ce qui n'est pas bien en façon de travailler, finalement, personne n'a eu le temps de se poser sur ce sujet et de redéfinir des règles. Ok, on est en télétravail, on est en travail à la maison forcé. Comment est-ce qu'on prend soin de soi dans ce contexte-ci? Et donc, ça, c'est cette notion de charge prescrite qui est très importante et qui a provoqué, je pense, beaucoup de difficultés pour les collaborateurs, pour les managers et pour l'employeur en général, parce que ça fait écho à ce que vous disiez toutes les deux, Julie et Barbara. Je vais arrêter mon partage et je vais revenir sur les questions de droit et puis sur les questions d'engagement des collaborateurs avec ces points-là. Voilà. Alors, ce que tu dis, Camille, m'interpelle parce qu'effectivement, il y a l'hyperconnexion, me semble-t-il, a vraiment favorisé cette confusion entre la performance et la présence continuelle, c'est-à-dire je ne m'autorise plus à faire de micro-pauses, je suis à la limite de me reconnecter alors que je sais pertinemment, parce qu'on en reviendra avec l'écologie personnelle, etc., mais absolument tout le monde sait qu'il faut faire des pauses et que c'est absolument nécessaire. Et cette confusion classique performance charge de travail et performance hyperconnexion, elle a été précipitée dans cette période-là, elle a été véritablement stigmatisée et c'est un point qui est très difficile maintenant de devoir déconstruire et pour opérer un retour à la normale et s'assurer de nos collaborateurs. Est-ce que ça vous conviendrait si je réponds à une ou deux petites questions que j'ai vues passer dans le chat? Je vais juste faire
un petit point sur l'objectif un peu de ce droit à la déconnexion par le législateur à l'origine, c'est vraiment favoriser le respect des temps de repos et des temps de pause et le respect de la durée du travail. Donc, plusieurs d'entre vous interrogent sur, en définitive, pour les salariés en heure, est-ce que c'est véritablement, on entend parler qu'il faut laisser plus de liberté aux salariés, il faut être moins rigide sur le pointage, etc. Est-ce que c'est important de continuer à tracer la durée du travail? Alors, je dirais qu'il faut vraiment être très vigilant. L'obligation de l'employeur, elle est extrêmement nette pour les salariés qui sont employés sur des horaires de travail classiques, qui ne sont pas en forfait jour. Il y a une obligation absolue de devoir justifier de la durée du travail. Donc, ces thèmes de déconnexion et de connexion ne doivent pas être confondus, ne doivent pas laisser de côté les obligations de l'employeur qui sont très, très formatés et qui font l'objet de contentieux très réguliers liés à la problématique, bien sûr, des heures supplémentaires. Donc, oui, il faut continuer à justifier de l'horaire des salariés qui sont employés en heures. Et à l'inverse, l'un d'entre vous posait la question avec ces journées à rallonge dont parle Camille, des forfaits occupés selon des salariés occupés selon un forfait en jour, ils en sont pour certains d'entre eux à envier leurs collègues qui ont des horaires de travail plus réguliers compte tenu de ces journées interminables. Là encore, il faut rappeler que les salariés en forfait jour, ils sont libres. Ils sont libres d'organiser leur journée absolument comme ils le veulent. Donc la question de la déconnexion, elle est cruciale pour eux. Et Julie, tu nous en parleras probablement de façon très concrète, parce que on n'a pas véritablement de prise en tant qu'employeur pour leur imposer de façon très nette une organisation quelconque avec des plages horaires de travail quelconques, en dehors du fait que télétravail, ça veut dire travailler. Faut pas l'oublier. Il y a aussi des problèmes des salariés qui se sont un peu éloignés de leurs obligations et qui ont beaucoup investi la période de télétravail avec en investissant des plages horaires de travail personnelles, mais aussi l'obligation de l'employeur. En revanche, il faut le rappeler, c'est le respect des temps de repos. C'est 11 heures par jour. C'est pas pour rien. Et ça, il faut être extrêmement vigilant. Donc, travail au forfait ne veut pas dire travailler tout le temps. La déconnexion, oui, bien sûr, on va en parler de façon concrète. Il y a des bonnes pratiques à mettre en place, mais globalement, ils sont libres. La seule obligation, c'est le temps de respect des temps de pause, des durées maximales de travail et des temps de congé. Ouais, merci Barbara. Et on voit la complexité. Alors justement, c'est Julie, comment parce que toi, en tant que responsable d'expérience collaborateur, tu t'es touché avec ça. Donc comment vous gérez, comment vous faites? Quel est votre retour d'expérience chez Nestlé par rapport à tous ces sujets hyper importants, quoi? Oui, alors évidemment, ce sujet est loin d'être simple et n'est pas nouveau, mais c'est vrai qu'il a pris de l'ampleur. Alors, depuis de nombreuses années, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place dans l'ensemble des business et dans l'ensemble des entreprises, au sens large, évidemment. Je pense notamment aux bonnes pratiques qu'on a pu donner à l'ensemble des collaborateurs sur la gestion de leurs réunions pour gagner en efficacité. Je pense aussi à des campagnes, voilà, de cure aussi pour tenter de se déconnecter de sa boîte email. Alors la campagne s'appelait Detox Mail chez Nespresso. Je pense également au groupe de travail qu'on a mis en place dès le début du premier confinement, un groupe de travail destiné à accompagner nos collaborateurs confinés à cette grande nouveauté et un peu les accompagner dans les habitudes de travail, les bonnes habitudes de travail à prendre. Donc ça, c'était un groupe de travail vraiment qui les a accompagnés sur leur équilibre vie pro-perso. Il y a eu une série de newsletters qui leur ont été envoyés avec des nombreux conseils pour les télétravailleurs, donc des tips à la fois en termes d'organisation de travail, de sécurité aussi, d'ergonomie sur le travail, de management. Il y avait aussi évidemment beaucoup de conseils santé, sport, pratique de pause, comme vous le disiez, comme tu le disais Barbara, de pause au cours de la journée, de maintenir sa pause déjeuner, de se l'ancrer dans son agenda. Ce sont des choses un peu bêtes à dire, mais clés à rappeler en tout cas. Des pratiques sportives, on a mis en place voilà les coachs sportifs à distance avec tout un tas de cours de sport et de bien-être qui permettaient aux collaborateurs de faire
faire des pauses ou le matin ou en cours de journée, puisque comme vous le disiez, certains aussi sont libres évidemment d'organiser leur journée de travail comme ils le souhaitent. Alors, on a également aussi animé des webinaires autour de ces sujets pour ces thématiques QVT, bien-être, dont certains qui ont été animés d'ailleurs par Cali Social sur des thématiques comme la préservation de l'équilibre vie pro-perso ou la gestion de ses émotions, parce que c'est aussi un sujet important dans ce cadre-là, ou bien comment adapter sa charge de travail. Ça a été animé par exemple au cours de la semaine de la QVT qu'on a animée l'année dernière. Et puis évidemment, c'est pas un sujet nouveau puisque l'ensemble de nos équipes RH accompagnent les collaborateurs et les managers sur justement comment veiller à ces respects des durées légales du travail, comment veiller à respecter ces droits à la déconnexion de nos collaborateurs. Alors ça, c'est l'historique, puisque c'est pas un sujet nouveau, comme je le disais. Pourtant, on a voulu aller plus loin en ce début d'année 2021 avec le déploiement d'un nouveau guide, d'un guide de la connexion et de la déconnexion, qui avait vraiment pour vocation de rappeler à l'ensemble de nos collaborateurs toutes ces règles collectives et l'ensemble de ces usages individuels qu'on souhaitait vraiment ancrer dans nos pratiques. Puisque c'est des choses qu'on sait, mais que finalement, il est toujours bon de se rappeler, puis surtout toujours bon de prendre des engagements collectifs, des engagements en équipe autour de ces sujets. Alors, comment on a souhaité construire ce guide? Tout d'abord, dans ce guide, on y parle de connexion, puisque avant de parler de déconnexion, l'idée, c'est d'abord d'être connecté de façon efficace et d'avoir des journées de travail, disons, les plus efficaces possibles pour pouvoir se déconnecter sereinement. Donc, on a un gros pan de ce guide qui concerne justement les temps de connexion. Ouais. Est-ce que tu peux le partager? Ouais, tu voudrais que je le partage? J'ai vu que tu l'avais mis dedans, je vais… Sinon, je peux le faire sans souci, dis-moi. Eh bien, écoute, je l'ai partagé. Tu peux le guider pour le montrer aux participants parce que je trouve que c'est super intéressant d'avoir le guide que tu as créé, enfin, pas toute seule, mais que vous avez créé avec toi, hein, sous ton impulsion. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que tout à l'heure, je parlais de charges prescrites et du fait que c'était très difficile de dire ce qui était bien ou pas bien et très important justement pour que le collaborateur sache se positionner. Barbara disait tout à l'heure, voilà, il y a les temps de repos, etc. Mais Julie, on le voit, les gens le respectent pas. Enfin, ils disent mais non, je vais faire d'abord ça. Ou même en tant qu'employeur, tu le disais, Julie, en fait, on aimerait dire à nos équipes de le respecter. Il y a ceux qui le respectent et puis il y a ceux qui le respectent pas. Et comment leur dire que c'est bien de le respecter? C'est compliqué. Et je trouve que ces guides-là, ce que tu partages, c'est vraiment super pour tout le monde aussi. C'est top pour donner le là et le ton de l'entreprise. C'est ça. La vraie difficulté, c'est vraiment de se le dire et surtout de le faire. Voilà, c'est vraiment à la fois disons, de la discipline individuelle, mais surtout collective. Voilà, qu'on s'engage ensemble sur des bonnes pratiques. Et en effet, dans ce guide-là, l'idée, c'est d'y rassembler l'ensemble de ces règles collectives à appliquer. Donc, en gros, vous le voyez dans le sommaire, concrètement, on présente d'abord la façon dont collectivement on va se connecter ensemble via l'ensemble des réunions d'équipe et surtout de ce qu'on y fait pour être efficace dans l'ensemble de ces temps d'échange à la fois formels et informels. Il y a un petit peu de tout. On se parle ensuite de finalement l'ensemble de ces outils de communication interne, voilà, les outils comme Teams ou les mails, finalement, quels sont les modes d'utilisation qu'on recommande pour l'ensemble de ces sujets, de ces outils, puisque forcément, chacun peut, s'il n'y a pas, disons, de guidelines précises, les utiliser un peu différemment les uns des autres. Et donc là, on rappelle finalement ce qu'on va préconiser en fonction, par exemple, de l'urgence d'un message. Pour un message urgent, le mail est surtout pas à préconiser. Au contraire, on appelle ou on envoie un texto. C'est des choses assez simples et basiques. Je présente une planche particulière du guide, hein, Julie. Ouais, là, je présente vraiment le sommaire pour disons, peut-être vous partager la façon dont on a réfléchi la structuration de ce guide-là. Donc là… Julie, pardonne-moi, j'ai des questions. Les gens me demandent si ils pourront disposer du guide. Je t'avais posé la question, mais je vais… Oui, bien sûr.
Ouais, super. Bah, donc, ceux Avec qui plaisir. le souhaitent, via Calice Social, enfin, derrière, on vous mettra la possibilité de télécharger le guide bah, pour ceux qui le souhaitent. Derrière, voilà, je vois qu'il y a plein de gens qui posent la question. Oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Au contraire, c'est fait pour être partagé. Donc, euh, voilà, on y recense vraiment toutes ces bonnes pratiques en matière de gestion aussi des réunions. On rappelle par exemple les horaires auxquels on ne recommande pas d'organiser des réunions. Ça va mieux en se le disant. On précise aussi finalement l'ensemble de ces règles de gestion des emails. Voilà, on respecte, comme vous le disiez tout à l'heure, chacun peut bénéficier de son organisation propre du travail. Si certains souhaitent envoyer un mail tardif, le point d'orgue, c'est le respect de l'autre, c'est le respect du temps de déconnexion de l'autre. Et donc, c'est ce qu'on partage en second temps de ce guide-là, c'est les moyens de respecter la déconnexion de chacun. Et donc, on y partage des bonnes pratiques en matière de respect de la déconnexion de l'autre. Grosso modo, on y partage deux astuces, hein, rien de bien sorcier, mais important à appliquer. C'est toujours ça le point d'entrée. C'est-à-dire que si je décide moi d'envoyer un mail tardif, soit je choisis l'option toute simple de l'envoyer en différé pour que le collaborateur à qui j'écris ne le reçoive que pendant ses horaires de travail le lendemain, ou bien je précise, par exemple en signature de mon mail, que mon mail n'attend pas une réponse immédiate. Et ça, c'est important de le dire parce que on a pu entendre par le passé certains collaborateurs qui pouvaient évidemment se trouver en pression face à un email auquel ils pensaient qu'il fallait répondre immédiatement. Donc ça, c'est des astuces, disons, qu'on repartage dans l'ensemble de ce guide. Alors, comment on l'a peut-être Ouais, déployé je vais te si je demander parce vais, que le gros sujet, c'est OK, c'est top. Et comment tu le déploies et comment les gens le reçoivent, comment ils le perçoivent et comment c'est appliqué Comment derrière. c'est Est-ce que appliqué tu peux derrière? parler? Exactement. C'est ça. Alors là, on a déjà commencé par disons, un dispositif de communication en interne de ce guide-là. On a, on l'a communiqué via nos newsletters Nestlé en interne, ainsi que via notre réseau social d'entreprise Workplace, en communiquant, en ayant des campagnes de communication autour de ce guide, de ses usages et des intérêts, surtout à le déployer, à en parler. Et puis, on a surtout eu un focus particulier sur nos managers, puisque on a décliné ce guide en un petit guide à destination des managers pour les engager et les inviter à déployer ce guide au sein de leurs équipes en ayant une discussion en équipe pour qu'il puisse y avoir des engagements pris au sein de l'équipe. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir des règles individuelles. L'idée, c'est peut-être aussi de se challenger en équipe. Ah bah tiens, est-ce que tu t'es planifié tes créneaux de déj sur toute la semaine pour bien voilà avoir ces temps de déconnexion le midi. Ah bah tiens, je vois que tu envoies tes mails peut-être un peu tard, on peut peut-être en parler. Enfin, c'est des choses rien de sorcier en quelque sorte, mais l'idée c'était vraiment de mettre ce sujet au cœur des discussions des équipes. Voilà. Et donc il y a eu également des ateliers à destination des managers pour les accompagner dans le déploiement de ces guides. Julie, moi j'aurais une question. Quel a été le rôle éventuel des représentants du personnel chez vous par rapport à l'élaboration du guide? Alors celui-ci, en l'occurrence, finalement, il a été communiqué à l'ensemble des collaborateurs de façon homogène. En revanche, évidemment, ce sujet de la déconnexion avait été préalablement échangé avec les instances représentatives du personnel. Pour ce qui est de l'accueil de ce guide, voilà, la difficulté vraiment qu'on rencontre, c'est le fait que tout le monde puisse l'utiliser quotidiennement et dans la durée. On nous dit que ce guide est super parce que il contient vraiment l'ensemble des bonnes pratiques à appliquer. Les managers nous disent que, en grosso modo, il y a rien de nouveau vraiment dans ce guide-là, mais que pour autant, ce qu'ils nous disent, c'est que ça permet d'ouvrir le débat et que ça permet surtout de s'exprimer sur ce sujet. Ça permet aux équipes de s'exprimer sur ce sujet de la charge et de la déconnexion qui est vraiment et c'était vraiment le principal enjeu. Alors maintenant, notre enjeu, ça va vraiment être de comment ancrer ces nouvelles habitudes dans les pratiques quotidiennes. Et alors, on en a parlé ensemble, Julie aussi.
peut-être parce que la grande difficulté, c'est l'application. On s'aperçoit que malgré tout cela, on a encore des difficultés à ce que les gens appliquent tous ces sujets. Est-ce que tu as des enseignements? Parce que d'avoir fait ce guide-là, de l'avoir déployé, peut-être des choses que tu aurais fait différemment avec le retour d'expérience de l'avoir mis en place une première fois. Est-ce que tu as ces enseignements que tu pourrais faire partager à la communauté? Oui, alors c'est vraiment Désolé, hein, je te questionne sur ces sujets, mais Non, mais c'est une très bonne question et nous-mêmes, voilà, on continue de se questionner sur la manière de continuer à le déployer et de le faire animer au sein de l'ensemble des équipes. On continue d'y travailler. On pense qu'il y a de nouveau un plan de communication à refaire et d'appropriation à continuer à faire, hein, parce que c'est vraiment un sujet qu'on va inscrire vraiment dans l'ensemble de notre culture digitale chez Nestlé. Et donc, c'est vraiment un sujet sur le long cours qu'on va animer. C'est pas one shot, on envoie un guide et puis on considère que le sujet est taclé, quoi, entre guillemets. Ça va prendre du temps. Oui, parce qu'effectivement, Julie, il y a François Gérald qui posait la question comment c'est accueilli par les managers. On peut effectivement s'imaginer qu'il y a des réponses individuelles qui sont très différentes. Et ce que tu as l'air de dire et qui me paraît vraiment, vraiment intéressant, c'est que ça repose avant tout sur le dialogue. C'est avant tout une question de débat, de discuter ensemble des pratiques d'une équipe, où je pense qu'il peut y avoir des disparités très fortes. Et comment as-tu ressenti l'accueil des managers justement à ce sujet, sur ce travail? Oui, exactement. Et c'est pour ça que justement ces temps d'atelier avec les managers étaient intéressants parce que il était aussi important d'entendre eux-mêmes leurs difficultés en termes d'animation de ce sujet, qui n'est pas un sujet forcément hyper simple. Et donc on a pu faire témoigner ceux qui l'avaient déployé en équipe, qui partageaient le bénéfice d'avoir ouvert le dialogue sur ce sujet. Et donc petit à petit, comme ça, certains apportant leurs témoignages ont pu, peut-être inciter d'autres à en faire autant, même si on le sait que c'est pas ne serait-ce qu'aussi prendre du temps pour parler de ce sujet. Ça peut paraître paradoxal quand on se parle de charge de travail, de consacrer 1 heure de sa réunion d'équipe à se parler de charge de travail, et donc on peut considérer qu'on va perdre du temps. Pour autant, l'objectif, et c'était ça l'objet des ateliers, c'était de convaincre que c'était perdre du temps sur un instant T pour en gagner derrière. Mais voilà, on considère qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir sur ce sujet-là et que plus globalement, on a besoin d'aller plus loin. Excusez-moi, on a besoin d'aller plus loin en matière d'action sur ce sujet de la charge de travail et de la déconnexion. Il y a 3 niveaux selon nous à tacler, et là c'est l'objet d'un groupe de travail qu'on a lancé à la fin du mois de mars, qu'on co-anime avec Cali Social sur ce sujet, parce qu'on avait vraiment le souhait d'être accompagné d'experts en la matière. Et sur cette question-là, de la charge de travail et de la déconnexion, parce que ce guide était, disons, le premier volet d'autres mesures qu'on va souhaiter déployer petit à petit sur 2021, on a souhaité aussi que dans ce groupe de travail, on ait des membres de la direction, parce qu'on a vraiment besoin que ce sujet soit porté au plus haut niveau de l'entreprise, et pas que des collaborateurs, pas que des membres de la direction RH, parce que c'est vraiment un sujet d'entreprise. Et voilà, dans ce groupe de travail, on va vraiment réfléchir à des mesures qui vont pouvoir accompagner nos collaborateurs sur ce sujet de la charge à 3 niveaux: le niveau de l'organisation, le niveau des managers et le niveau des collaborateurs. Alors là, tout est vraiment très récent et encore en cours de construction, donc je ne vais pas pouvoir vous partager un plan d'action totalement, un plan d'action. Mais on réfléchit en tout cas à aller plus loin sur ces sujets-là. Moi, ce que je comprends aussi, et puis bon, je suis un peu biaisé parce qu'effectivement, je t'accompagne et on discute beaucoup de ces sujets ensemble, mais je trouve que quand faire un guide, donc de poser le ton, de dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, c'est clair, et au moins les guidelines sont là, elles sont écrites. Alors la difficulté, c'est effectivement que tout le monde ne va pas les lire, mais après te dire comment je l'applique et de pouvoir se dire, voilà, j'ai 3 niveaux, j'ai
l'organisation, la direction, j'ai le management et j'ai les collaborateurs, et de pouvoir construire un plan d'action sur ces 3 dimensions, moi, je trouve que c'est une très bonne base pour avancer efficacement. Et après, il y a aussi, il faut en tenir compte, chaque organisation est très particulière et a ses propres spécificités. Et d'ailleurs, Barbara, toi, tu as aussi le feedback d'autres modèles, d'autres actions qui ont été menées. Tu en avais parlé en préparation de ce webinaire. Peut-être que tu peux en parler aussi à la communauté. Oui, bien sûr. Je voudrais d'abord rebondir sur les commentaires que je vois dans le chat, celui de François Gérald, celui de Morgane, qui pose la question, oui, quand ils ont assisté à ces ateliers, ça paraît formidable, et puis le retour à la vraie vie, c'est très, très difficile de s'ancrer dans des bonnes pratiques. Et tu l'as dit, Julie, il y a vraiment la vertu incontournable de l'exemplarité du management, qui est finalement une brique qui est décisive pour ancrer une pratique de prévention, pour une pratique de culture d'entreprise, pour la fabriquer. Et c'est ça l'enjeu, c'est vraiment de convaincre à tout niveau. Et je crois que c'est Morgane qui disait ça. Oui, mais quand les managers s'efforcent de faire bien ou les collaborateurs font bien, mais que certains jouent pas le jeu. C'est vrai que ça pose préjudice à l'ensemble de la démarche. Pour rebondir sur ta question, Camille, certains de mes clients ont découvert des pratiques un petit peu différentes, et l'hyperconnexion a aussi permis finalement cette continuité de la journée sans pause entre distinction vie privée, vie personnelle, permet aussi à certains cas beaucoup de liberté, avec des temps de pause personnels qu'ils ont finalement pris l'habitude de prendre à un certain moment de la journée en mode repère, et certaines entreprises ont du mal à revenir à la normale et à réimposer plus d'unité dans leur pratique. Ce que j'ai vu aussi, c'est que j'ai regardé un petit peu les accords qui ont été pris par d'autres groupes, et ce qui me semble intéressant, notamment chez Areva, c'est que tout semble s'articuler véritablement sur cette notion de co-responsabilité. À savoir, c'est comme tu l'as dit, Julie, ce qui a l'air de vraiment fonctionner, c'est de s'asseoir ensemble, de travailler à ce qui fonctionne pour son groupe et sa propre culture, et en être co-responsable. C'est effectivement l'engagement du management qui prend un engagement très fort de dire on va déployer une pratique, on va s'organiser, on va se faire accompagner d'experts pour pouvoir tous réfléchir à la meilleure manière de s'y prendre. Mais ensuite, il y a une part aussi de responsabilité individuelle pour jouer le jeu et pour aller jusqu'au bout. J'en ai profité pour ouvrir des sondages aux participants. N'hésitez pas à répondre. La première question que je vous pose, c'est: avez-vous déjà mis en place un guide, une charte de la déconnexion dans votre entreprise? Donnez-nous un petit peu vos feedbacks pour voir si c'est une pratique partagée ou pas. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais on est assez nombreux, on est tous proches du sujet. J'ai une deuxième question que j'ai ouverte, c'est quels sont les enjeux prioritaires dans votre organisation actuellement? Est-ce que c'est plutôt économique, business, plutôt juridique, plutôt santé au travail? Est-ce que vous avez ça? Ça nous intéresse. Et enfin, le dernier point, la dernière question que j'ouvre, ça va être quelles mesures metteriez-vous en place parmi les pratiques suivantes? Donc, vous avez plusieurs pratiques qui vous ont proposées. C'est intéressant aussi d'avoir votre feedback sur voilà, ce qui est le plus prioritaire. Et puis, je vois que ça participe, c'est super. N'hésitez pas à répondre. Et je vois que je sais pas si vous l'avez pas en temps réel. Normalement, je dois attendre un petit peu pour vous partager les résultats, mais les résultats sont intéressants. Donc, prenez 1 minute pour répondre. Et puis, je partagerai les résultats à tous d'ici 2-3 minutes. Voilà. Pardon de t'avoir interrompu, Barbara, sur ces sujets. Non, je t'en prie. Je vois qu'il y a pas mal de questions, effectivement, sur l'axe qui est dirigé aux managers. Julie, est-ce que de ton côté, il y a vraiment des choses qui fonctionnent mieux que d'autres dans les outils, à part le dialogue, dans les outils que tu as mis en place justement pour éviter l'hyperconnexion chez les managers?
Chez les managers ou au sein des équipes que manage parce que ce sujet, il touche vraiment, et c'est là l'objet de notre réflexion en cours, c'est qu'il touche chacun à titre individuel, qu'on soit collaborateur ou manager. Et ensuite, il touche les managers dans leur rôle de management vis-à-vis, voilà, d'encadrement de leurs équipes, de leurs équipes, et donc de veiller au respect de la déconnexion de chacun. Alors, d'outils vraiment clés, magiques, non, je dirais pas ça, mais pour autant, c'est vraiment, à notre sens, le dialogue et la façon d'ouvrir le débat et surtout de le maintenir dans la durée au sein des équipes qui selon nous, est la clé, dans le sens où ce qu'on a mis à disposition des managers, c'est une sorte de trame de prise d'engagement au sein de l'équipe, pour que, voilà, on se dise entre nous, ok, ce guide regorge de bonnes pratiques. On va peut-être commencer par 5 ou 10 engagements qu'on souhaite prendre, comme typiquement, pas de réunion à telles et telles heures, ou bien nos réunions d'équipe, on s'assure systématiquement de les démarrer à l'heure, on s'assure systématiquement d'avoir un ordre du jour précis, des choses en termes d'efficacité. On commence par ces engagements et on les suit dans la durée. Voilà, c'est vraiment ce dialogue et mais ça reste un sujet qui nous semble, voilà, qui va prendre du temps, voilà, qui va prendre du temps et qui est pas simple, parce que c'est de l'autodiscipline, c'est de l'ancrage dans les habitudes de ces pratiques. Alors, pardon Camille. Non, je disais, c'est intéressant parce que je vais répondre, je vais fermer les votes. Avez-vous déjà mis en place un guide charte de la déconnexion d'entreprise? Il y a encore 20% qui disent c'est en cours. Il y a 50% des répondants qui disent non, un tiers qui dit oui, et il y a 20% qui dit c'est en cours. Donc ça montre bien que voilà, je partage les résultats, que c'est encore un sujet qui n'est pas fini, même si le droit à la déconnexion existait déjà. Il y a eu l'accélération que tu évoquais tout à l'heure, Julie, qui est là et qui fait une prise de conscience. 20% des gens qui disent on est en train de créer un outil, ça montre qu'on est bien dedans. Ensuite, les enjeux prioritaires dans votre entreprise actuellement, 60% économique et business. Je pense que la crise économique aidant est là-dessus. Et santé au travail, 36% quand même. Une personne sur 3 répond que l'enjeu prioritaire dans son entreprise, c'est la santé au travail. Et ça, c'est vraiment un taux très élevé par rapport à ce que on a l'habitude de constater. Je pense qu'il y a aussi une prise de conscience des entreprises face à cette situation inédite de devoir prendre soin de ses collaborateurs. C'est devenu un enjeu prioritaire. Oui, tout à fait. Parce qu'au-delà de cette… en point additionnel, c'est vrai qu'au-delà de cette thématique de la déconnexion, voilà, chez Nestlé, en tout cas, comme dans toutes les entreprises que tu viens de citer, la thématique de la santé, de la sécurité des collaborateurs, elle est hyper importante. Et chez nous, on a un programme, voilà, qu'on appelle Healthy Life, qui a vraiment l'ambition d'inspirer chacun des collaborateurs à choisir des pratiques de vie plus saines qu'on continue d'animer. Parce que dans ce programme-là, on a une thématique qui est la santé psychologique des collaborateurs, et donc ce guide, par exemple, est un des moyens d'animer ce sujet, mais on a d'autres thématiques qu'on anime régulièrement, comme la nutrition, le sommeil ou l'activité physique, en donnant, voilà, à nos collaborateurs des moyens d'expérimenter des pratiques de vie plus saines. Alors, à titre d'exemple, j'en ai parlé tout à l'heure, pour l'activité physique, on a un partenariat qui permet à nos collaborateurs de faire du sport, du coup, dans le cadre de ce confinement à distance, via des cours visio. Pour la nutrition, voilà, on met à disposition, par exemple, de nos collaborateurs des entretiens avec des nutritionnistes ou voilà, des cours de cuisine animés par nos nutritionnistes internes. Enfin, voilà, on anime régulièrement ces sujets de la santé, parce que c'est prioritaire chez Nestlé. Que pendant ces périodes de confinement, les entreprises ont été sollicitées sur des thèmes qu'elles avaient, pour beaucoup, surtout dans les petites entreprises, les PME, des thèmes où elles n'avaient absolument pas l'habitude d'échanger avec leurs propres collaborateurs. Donc ça a été très nouveau, et ce focus sur la santé et la sécurité, il a été très très fort, bien évidemment, pendant toute cette période. Et j'ai écouté ce que tu indiquais, Julie. Je me demande si en matière de prévention, généralement, on a tendance à dire que le mieux est l'ennemi du bien.
Il me semble que c'est peut-être vrai en matière de déconnexion ici. Peut-être est-il précieux, peut-être de recommander à notre communauté de se dire que choisir, sélectionner quelques points est peut-être ce qui est le plus pertinent plutôt que de tenter d'adopter une charte complexe dans les entreprises qui ne savent pas où commencer, par où, par quel bout prendre cette problématique qui est très diverse. Peut-être commencer par des choses très simples. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et peut-être se tenir à quelques points clés qui semblent faire du sens pour la majorité des collaborateurs. Exactement, je suis tout à fait alignée avec ce point-là et c'est l'objet de ces engagements d'équipe qui vont être personnalisés, qu'on recommande, c'est-à-dire que chacun va vraiment pouvoir piocher des bonnes pratiques, des engagements qui leur semblent prioritaires pour eux, pour leur bon fonctionnement individuel et collectif en équipe restreinte. Je suis tout à fait alignée, ouais. Je vois Xavier qui dit comment inculquer cette autodiscipline. Ça fait 20 ans que j'explique comment bien organiser une réunion. Et pourtant, il y a toujours tant de réunions mal organisées, mal animées. Si vous avez la solution, je suis preneur. Eh bien, oui, on est tous dans cet effort répété de trouver des solutions pour nous améliorer. J'espère en tout cas que le guide permettra de donner des clés à Xavier et aux autres. Et puis, on avait aussi, on en a un peu moins parlé, mais un benchmark de différentes mesures. De différentes solutions qui existent dans différentes organisations, Volkswagen, Michelin, Price Minister, Atos, Daimler. Voilà, c'est le benchmark, je crois, qui est issu de Welcome to the Jungle. Exactement. Voilà, et notamment avec Mailloop, hein, qu'on a regardé ensemble, Julie. Enfin, tu m'as introduit à Mailloop, qui est un outil très intéressant, et ça faisait partie des questions. Comment paramétrer automatiquement un mode de gestion des emails respectueux des uns et des autres. Et en fait, le sujet, alors, il y a des solutions comme Mailloop qui existent, mais c'est aussi un sujet complexe parce que le paramétrage de ces outils n'est pas aussi évident que d'installer une application sur son iPhone. Et donc, ça a beaucoup de répercussions, d'implications, mais je pense qu'il y a, vu tout ce qui se fait en la matière, on avait vu aussi My Analytics de Microsoft, une tendance qui montre que je pense assez prochainement, on verra incorporer dans tous ces outils des questions de QVT en fait, dans les outils collaboratifs, des Teams, des Slack, des Mailloop, etc., des Gmail, une case QVT. J'espère en tout cas que ça va venir, mais je vois tellement partout, je me dis c'est impossible que ça n'arrive pas. Dans les prochaines années, on ait cette case QVT et qu'on puisse dire je veux me reposer de telle heure à telle heure, donc je veux respecter les autres, mes emails ne seront envoyés que de 9h du matin, de 8h du matin à 18h30, etc., etc. Des règles toutes simples qui sont évidentes, mais qui vont favoriser avec un paramétrage qui vont favoriser l'action, parce que ce que disaient tout à l'heure les équipes, c'est ça, mais comment on réussit à enclencher l'action, quoi, comment on fait ça. Et d'ailleurs, je reprends ce que tu disais, Julie, les mesures, on les a, en fait. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte qu'elles soient appliquées au quotidien. Encore beaucoup de travail sur ces sujets. Et en fait, le temps est passé à une vitesse folle, parce qu'il est déjà 11h32. C'était intéressant. Je n'ai pas partagé les résultats du dernier sondage. Enfin, je les ai partagés à tout le monde. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de les lire. Mais ce qui ressort en premier, c'est repenser le management à distance et former nos managers comme mesure prioritaire de la communauté. Former nos managers, repenser le management à distance, ouais, gros sujet. Et créer une charte, un guide des connexions collaboratives. 30% des gens l'indiquent comme action prioritaire. Et moi, je le partage. Je pense que c'est vraiment un socle de travail déjà, de partir d'une base écrite pour prescrire justement une façon de travailler, donner des indices de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien au travail. Et puis après, 14% nous disent mettre en place une solution de déconnexion forcée, donc vraiment par la contrainte. Bâtir une culture QVT fondée sur la déconnexion, 12%, et agir au niveau individuel pour changer nos mauvaises habitudes digitales. 10% des répondants nous ont apporté ces éléments-là.
Voilà, j'ai Audrey qui termine, qui nous dit juste un mot, n'oublions pas le workaholisme, prenez soin de vous. C'est une bonne conclusion. Prendre soin de soi. Merci Audrey. Merci Audrey. On va essayer. Un dernier mot peut-être pour la fin, pour dire au revoir à tout le monde. J'ai beaucoup de commentaires, de remerciements. Barbara, tu veux dire un mot pour conclure? Merci à tous. Les questions sont très riches. J'ai noté principalement beaucoup de questions propres aux managers, propres à l'exemplarité. Ça, c'est des thèmes qui m'intéressent beaucoup en termes de prévention parce qu'ils sont tout à fait centraux. Il y a la règle et il y a ce qu'on met en application, c'est ce qu'on a essayé de se partager ensemble, à savoir comment on fait, comment on met en pratique, à part avec beaucoup de persévérance et d'exemplarité. Est-ce que ça suffit? Mais en tout cas, c'est très certainement nécessaire pour faire changer les lignes au sein d'un groupe. Merci. Julie? Et merci à tous également. J'ai été ravie d'être avec vous ce matin. C'est un sujet en effet très important, clé au sujet du bien-être de nos collaborateurs qu'on veillera à améliorer de façon continue parce qu'il n'y a pas de recette magique et il y a de l'accompagnement très régulier plutôt selon nous à prévoir, qu'on mesurera aussi via nos enquêtes en interne pour mesurer le chemin parcouru et puis prendre de nouveau des mesures pour continuer à s'améliorer. Eh bien, écoute, parce que j'avais une proposition. Alors, les messages défilent, mais j'ai vu passer. On fait une proposition de faire un webinaire sur l'application un peu plus tard. J'ai vu passer ça, un des participants qui demandait d'organiser un webinaire sur l'application. Voilà. Donc, ce sera peut-être l'objet d'un autre webinaire deuxième semestre pour se dire alors comment on a réussi à revenir au travail et faire en sorte de remettre de la qualité de vie dans notre quotidien. J'ai beaucoup de questions aussi sur le partage des slides. Oui, alors vous allez recevoir un mail avec un petit questionnaire pour évaluer le webinaire, nous faire un feedback. C'est important pour nous de savoir aussi les bonnes choses. D'avoir des retours sur ces animations, même s'il y a beaucoup de commentaires très, très sympathiques dans le chat. Et vous aurez la possibilité de télécharger le guide des connexions de Nestlé, le benchmark qui est à l'écran actuellement, les supports sur les dimensions des questions de charge au travail et de relations entre santé et travail. Donc ça, vous y aurez accès. Il suffira simplement de le demander. D'autres personnes nous ont demandé aussi s'ils pouvaient voir le replay. Alors, tous les webinaires sont mis sur la chaîne YouTube de Calice Social en diffusion totale. Donc, vous allez sur la chaîne de Calice Social. D'ailleurs, Hélène a partagé le lien sur le chat. Vous pouvez aller dessus. Il y avait une question sur la charge de travail. Il y a déjà eu un webinaire sur la thématique de la charge de travail. Donc, n'hésitez pas sur la chaîne YouTube de Calice Social d'aller revoir ce webinaire si cette thématique particulière vous intéresse. Et puis voilà. Et puis, je pense qu'on a pas mal, on a dit beaucoup de choses. J'espère.